J'achète sur ce salon-là pour 20-25 000 euros de vêtements. On n'a pas pensé à un truc tout con, hein, c'est que le sizing japonais n'est pas le sizing français. Un XS, c'est bien pour un enfant de 6 ans, et même le XL, ça fait un M, quoi. Déjà, une rupture d'association, c'est jamais simple. Quand elle se passe mal, c'est encore plus difficile. Ouais. Là, ça tombait au pire moment pour moi. J'avais plus de revenus. Donc, si tu veux, il n'y a pas le temps pour les émotions, les sentiments, et pour bouder et me demander comment je me sens, en fait. Faut que je reconstruise là, tout de suite. Si l'humain était capable d'apprendre correctement de l'expérience des autres, on fumerait pas, on mangerait pas McDo, on ferait la balle de sport et on serait tous en bonne santé. C'est bien la preuve qu'on n'est pas capable d'apprendre des autres tant qu'on n'a pas pris nous-mêmes le mur dans la gueule. Ce qui m'intéresse, c'est des gens où tu changes profondément leur vie. Et ceux-là, c'est pas parce que tu les as amenés de 0 à 100 000. C'est parce qu'en fait, ils galéraient à faire 1000 balles par mois et là, ils en font 4000 tous les mois. Et en fait, leur vie, elle a vraiment changé. Bonjour à tous, c'est parti pour l'épisode 3 de Échec et Grâce, cette fois-ci accueilli à domicile chez notre cher Jérémy Coleman. Jérémy, merci beaucoup de m'accueillir. Bah, avec plaisir. Je suis très content que tu prennes du temps pour moi, tout simplement. Bon, le but aujourd'hui, tu l'auras compris, hein, c'est de ne pas faire comme on le voit un peu partout, bien que les podcasts soient très bien, hein, c'est pas mon propos, mais ne pas faire un peu comme partout et parler de tout ce qui est tout beau, tout rose, des réussites, etc. etc. Mais tu peux le dire qu'ils se ressemblent tous et que devant la moitié des podcasts, on s'emmerde. Hein. On sait. Hein. Bon, bah on s'emmerde. Non, le but, c'est ici... D'ailleurs, c'est un truc que tu dis très bien. Et après, je vais te laisser te présenter, mais comme ça, tu vas peut-être te présenter différemment, du coup. Mm-hmm. Je vais te dire deux choses que tu dis très bien et que tu utilises pour te présenter. C'est pour ça que je te dis, ça se trouve, tu vas te présenter différemment. Je vais peut-être réussir à avoir une autre parade de Jérémy Coleman. La première, c'est que tu parles souvent de normaliser la réussite, ouais, parce que ça favorise l'environnement dans lequel tu es et ça te permet de mieux réussir. Mm. Et la seconde, c'est la réussite dite ordinaire au lieu de la réussite atypique. Donc ça, c'est deux choses que je veux, entre guillemets, mettre en avant. Et c'est aussi pour ça que un, j'accroche avec le personnage que tu es, et deux, que je t'ai invité sur ce podcast. Donc voilà, c'est le but de ce podcast. Et puis, bah, je vais te laisser te présenter, tout simplement. Ça marche. Je m'appelle Jérémy Coleman, je vais avoir 35 ans et on dirait que ça n'a pas d'importance, mais ça fait quand même 15 ans à peu près que je suis dans l'entrepreneuriat, sur le web, etc. Je fais un master en stratégie digitale. Avant, j'ai eu une agence, j'ai fait du consulting, j'ai fait du lobby, de la com, j'ai fait plein de trucs. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise qui s'appelle Coleman Publishing. On accompagne des coachs, consultants, solopreneurs, thérapeutes, tous les gens qui vendent de l'accompagnement, du conseil, qui vendent leur savoir d'une certaine façon, à développer leur activité avec des méthodes aussi simples que possible. Si on devait résumer ça pour ceux qui n'ont pas de neurones qui se touchent, c'est je suis coach de coach de coach. En vrai, c'est un peu plus que ça, tu vois, parce qu'on est presque en train de monter une école en ligne, on est 22 personnes dans l'équipe, on accompagne 200 clients par an. Donc on a dépassé le stade du coach de coach, ouais, mais c'est surtout ça, avant tout, je suis un marketeur qui aime bien parler d'argent, qui aime bien parler de business et qui essaye d'accompagner les personnes qui vont avoir le plus d'impact derrière elles aussi dans le monde, dans la société. Et pour ça, je leur parle essentiellement de normalisation du succès et je leur donne les bases en marketing, en vente, en développement social média, etc. pour pouvoir en fait réussir eux aussi à vivre de leur métier. Ok, ça marche. Juste un petit truc que je viens de relever, une des dernières vidéos sur laquelle je suis tombé de toi, je sais plus la dater, la mettre dans l'espace-temps, mais tu disais 17 dans ton entreprise, vous êtes 22 aujourd'hui du coup. Ouais, en fait on est entre 15 et 17 qui sont vraiment là toutes les semaines, okay. Et après il y a des gens qui interviennent sur des sujets précis, mais régulièrement, tu vois, c'est pas du one shot, ouais. Et avec 98% de freelance, puisque moi ce qui m'intéresse c'est de travailler avec des gens qui sont entrepreneurs aussi de leur côté, parce que nous on accompagne des entrepreneurs. Ouais. Donc en fait j'ai pas de salariés full-time, à part notre directrice du succès client, tout le reste c'est des freelances qui ont une activité à côté, qui ont leur entreprise et je suis un de leurs clients parmi d'autres. Ah oui, d'accord, ok, tu vois, ça, je l'apprends aussi, je pense que du coup les gens aussi. Je pensais que c'était purement, enfin, peut-être pas tous à 100%, mais je pensais que c'était des salariés. Non. Ok, ça marche. Ok, cool. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Coleman Publishing a 3 ans à peu près. Okay. Et le monde de l'accompagnement, je suis dedans depuis 5-6 ans. Et après, business en ligne, marketing en ligne, agence et tout l'univers, etc. J'ai monté ma première boîte, ça devait être en 2012-2013, un truc comme ça. Ouais, ça marche, donc 10 ans. D'accord, ok. Et tu as parlé aussi tu as fait un petit peu de lobbyisme. Ouais, lobby. Alors, il y a deux branches du lobby. Il y a le lobby trafic d'influence entre politiques, trucs comme ça. C'est pas ce que je faisais. Moi, j'étais dans la partie communication. En gros, on prend une entreprise, une personnalité, un sportif, un influenceur. Comment est-ce qu'on le fait avoir la bonne communication pour diffuser le bon message, pour avoir la bonne image, avec qui on l'associe, quel genre d'événement on organise, est-ce qu'il peut en sponsoriser, où est-ce qu'il se place, où est-ce qu'il doit surtout pas aller, et comment on utilise sa personal brand ou la brand d'une entreprise pour réussir à avoir plus de résultats, plus de clients, une meilleure image, etc.
Ok. J'ai bossé là-dedans quelques années, ouais. Donc, tu as une grosse notion de marketing et du coup de communication. Ouais, c'est mon premier métier. J'ai fait des études là-dedans. J'ai toujours fait que ça, en fait. Ok, ça marche. Ouais, du coup, ouais. Ok. Bon, bah, c'est bien. Merci pour la présentation. Juste avant d'aller un petit peu dans le dur, dans l'échec, qui est le but principal de ce podcast, est-ce que tu peux nous dire, sur ce grand parcours de 10 ans, du coup, pour qu'on ait un beau contraste entre ce que tu vas nous raconter et la situation actuelle, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui dans ton parcours entrepreneurial ? D'avoir développé une entreprise qui, de près ou de loin, fait bouffer 22 personnes, qui accompagne 200 clients par an et qui a plus de réussite ordinaire que de réussite atypique. C'est-à-dire, des réussites ordinaires, c'est une mère de famille seule avec 3 enfants qui est thérapeute, coach ou freelance et qui d'un coup nous dit je gagne 4000 € par mois depuis chez moi en travaillant 20 heures par semaine, ça a changé ma vie, mes enfants comprennent pas pourquoi je travaille moins, je gagne plus. Ouais, okay. Ça, c'est les gens dont je suis plus fier. J'ai aussi eu des clients qu'on amenait de 0 à 50, 100K par mois en quelques mois. Je m'en fous en fait, c'est pas intéressant. Ça, c'est des trucs, tout le monde les fait, tout le monde les raconte, tout le monde en est fier, c'est très bien. Ces clients-là, ils auraient réussi sans nous, j'en ai rien à secouer. Ce qui m'intéresse, c'est des gens où tu changes profondément leur vie. Et ceux-là, c'est pas parce que tu les as amenés de 0 à 100 000. C'est parce qu'en fait, ils galéraient à faire 1000 balles par mois, et là, ils en font 4000 tous les mois. Et en fait, leur vie, elle a vraiment changé. Parce qu'entre 20, 34 CA et 70, 80, ta vie, elle change pas. C'est cool, c'est agréable, c'est sympa, hein, mais ta vie, elle change pas. Entre 1000 incertains et 4000 quasi certains tous les mois, là, ta vie, elle change profondément. Ouais, et puis en plus, du coup, si c'est sur ça que tu te concentres avec Coleman Publishing, forcément, en termes de satisfaction client et taux de réussite, ça doit être impacté, quoi. Non, bien sûr, c'est ça qui est le plus important pour nous. C'est ça qu'on mesure. Et en fait, j'ai toujours dit à mon équipe, le marketing aujourd'hui dans mon métier qui est connu sur Internet, c'est on prend le 1% qui a le mieux réussi, on les met en avant et on dit, regardez, comme tout le monde peut y arriver à faire 500 000 par moit. Mais en fait, t'en as 99,9% qui échouent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'autre côté du spectre. Je mets aussi en avant quand on a des belles réussites parce que je suis content, c'est cool, et puis c'est du marketing facile. Hein. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on arrive à avoir 99% de clients qui arrivent à bouffer tous les mois en faisant le métier qu'ils aiment. Et c'est sur ça qu'on se concentre, et c'est sur ça qu'on optimise, et c'est ça sur le chemin sur lequel on est. Ok, donc c'est ça cette notion de réussite atypique, réussite atypique, réussite ordinaire. Exactement. Ok, super. On va aller un petit peu plus dans le dur, histoire d'essayer de te connaître un peu plus. Je sais pas si tu en as déjà parlé. Bon, j'ai regardé beaucoup de contenu de toi et j'aime beaucoup le contenu que tu proposes, mais je suis pas sûr d'avoir vu un truc, un petit tendon d'Achille dans cette histoire. Il y en a plein. Hein. Ouais, j'imagine quand il y en a plein. On en parlait juste avant, tu vois, c'est pas à proprement parler un échec, c'est plus un caillou dans la chaussure, une étape à passer, etc. Hein, qu'on nuance bien, on en parlait juste avant. Et donc forcément tu en as plusieurs. Le but c'est d'en avoir que tu nous en racontes un qui t'a un peu impacté, peu importe. Donc on va aller un petit peu dans ce jus là, mais juste avant, donc du coup ça fait 10 ans, j'aimerais bien que tu me contextualises avant que tu nous parles vraiment de cet échec. C'était quand, à quelle période, est-ce qu'il était plus financier, moral, tu vois, le contextualiser, donner un cadre. Il y a eu de tout, je vais t'en raconter deux. Je vais t'en raconter un qui aujourd'hui me fait beaucoup rire et un autre qui, même plusieurs années après, en fait, il est pas drôle. C'était dur et c'était que dur, en fait, il n'y a rien de drôle. Le plus drôle, c'est à l'époque, je travaillais dans la mode. On avait un média sur la mode masculine qui était en top 5 médias français sur le style masculin et on faisait un peu d'e-commerce à côté, etc. Sauf qu'en e-commerce, je suis très nul. Et donc ça, c'était 2016 peut-être, un truc comme ça, 2015-2016 je pense. Ça c'est le truc drôle que je vais te raconter ensuite, mais c'est aussi un bel échec bien mais c'est drôle avec le recul. Et après, non, les trucs les plus durs, c'était la fin de ma dernière association, où on s'est séparés pas en bon terme avec mon ancien associé et où j'ai dû repartir de zéro au pire moment de ma vie pour ça. Ouais. Et ça, c'était pas drôle. Celui-ci, t'en as déjà parlé. Un petit peu, ouais. J'ai déjà connaissance un petit peu, ouais. De ce truc. Ok. Donc, ouais, il y en a un. Du coup, le deuxième, il a 3 ans. Parce que quand tu dis le départ de nouveau, c'est Coleman, c'est ça, Publishing. Et donc, le premier, ça faisait 2-3 ans, 3-4 ans que tu étais dans le monde de l'entrepreneuriat, quoi. Ouais. Un truc comme ça, ouais. Ok. Si tu veux, je te l'explique. Ouais, bah allons-y, c'était la suite. Donc au début, je créais tout seul un blog sur la mode masculine. Ok. Je suis pas trop mauvais dans ce que je fais. Le SEO était beaucoup plus simple à l'époque. J'arrive à monter en position de plus en plus. Il y a des gens qui viennent me rejoindre dans l'aventure pour travailler avec moi, des chroniqueurs, des photographes, des gens qui faisaient du relooking, etc.
le média monte. C'est à l'époque, il y avait encore de la place. C'était plus facile que maintenant. On se retrouve top 5 aux côtés de Comme un camion, Bonne Gueule, Jamais vulgaire, Very Good Lord, enfin des trucs qui sont encore là aujourd'hui. Hein. Et on fait d'abord un premier e-book. Il se vend bien. Okay. Ensuite, derrière, on fait un peu de relooking. Ça se vend bien. On fait une première collaboration avec une boutique pour produire des ceintures, etc. Ça se vend très bien. On fait une deuxième collaboration avec un créateur. Ça commence à se gâter, mais ça passe tout juste. On ne gagne pas d'argent, mais on arrive à être rentable. Et là, on se prend pour des petits génies. Donc, on ouvre une plus grosse société, on met du capital, et je me pointe sur un salon. Donc le salon, c'est là où il y a les acheteurs du monde entier qui vont pour découvrir les collections des marques qui vont sortir dans 6, 12, 18 mois. Donc moi, je me plainte avec ma petite carte d'acheteur. Alors déjà, la meuf à l'entrée, elle me regarde, elle me fait « Vous êtes blogueur ou acheteur ?» Je fais les deux. Elle me fait « C'est pas possible, monsieur. Vous êtes soit blogueur, soit acheteur, il va falloir décider quoi. » Je viens pour acheter, faites pas chier, laissez-moi rentrer. Je rentre, on fait le tour de la boutique, et là, je tombe sur une marque japonaise que je connaissais un peu et que j'adore. Et on discute pas mal avec eux, on regarde les trucs, il y a plein de pièces qui nous plaisent. Je me dis, putain, j'aimerais vraiment distribuer ça, quoi. Et il y a personne qui distribue ça en France, et il y a quasiment personne qui distribue ça en Europe. Voilà, le seul truc que je me dis, c'est qu'ils sont tous cons, je suis un génie, moi je vais le faire. À ce moment-là, je me rappelle encore d'une conversation avec le cofondateur de Bonne Gueule, Geoffrey Bruyère, qui me dit « Jérémy, fais pas ça, c'est des produits très atypiques. Si tu veux lancer un e-com généraliste, commence par avoir des marques locomotives avec des produits traditionnels, classiques, qui vont pouvoir driver du trafic, etc. Commence pas avec des trucs chelous. » Je fais « Ah, ta gueule, je fais ce que je veux, je sais ce que je fais, t'inquiète. » Enfin, lui c'est Bonne Gueule, moi j'ai revendu. Hein, donc il y a un moment juste, on comprend vite que l'ego à cette époque-là n'était pas terrible. Et donc j'achète sur ce salon-là pour 20-25 000 euros de vêtements. Déjà, je me plante sur la saisonnalité, ça arrivera 6 à 12 mois plus tard que ce que je pensais. Ensuite, j'anticipe pas correctement les douanes. Je crois que c'est resté 3 mois bloqué aux douanes parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les TVA, parce que ça venait du Japon, enfin c'était l'enfer. Quand enfin j'ai tout reçu, vas-y. Ouais, donc attends. T'as ton blog qui fonctionne bien, ouais. T'as fait 2-3 coups qui sont bien passés, t'arrives sur un moment où c'est quand même assez plat, entre guillemets, ouais. Et donc tu te lances dans ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, histoire d'être con, quoi. Okay. Et on finit par réussir à sortir les trucs des douanes, tout arrive chez moi, et là on ouvre les premiers trucs, et on voit, on n'a pas pensé à un truc tout con, hein, c'est que le sizing japonais n'est pas le sizing français. Donc un XS, c'est bien pour un enfant de 6 ans, et même le XL, ça fait un M, quoi. Ok. Donc déjà là, on est mal. Ça, si tu avais travaillé avec AliExpress, tu l'aurais peut-être su. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il n'y avait pas AliExpress à l'époque. Hein. Et donc, on fait des photos de tout ça un peu comme on peut. On est nul en photo, donc en plus, ça sent moche. Et on met tout ça sur Internet, on fait un lancement, et on fait 0 vente. On pousse, on fait 0 vente. Et je pense que 95% de ces vêtements sont encore dans un placard chez mes parents. Oh putain. Donc j'ai des t-shirts et des pantalons bizarres jusqu'à la fin de ma vie. alors que, comme tu dis, c'était normalement un truc déjà bien en place, quoi. Bah, le blog, il faisait... à l'époque, je ne vais pas dire de bêtises, mais il devait faire 40-50 000 visites par mois. Ah ouais, quand même. Il y avait une newsletter de plusieurs milliers de personnes, les réseaux sociaux, etc. Mais personne n'a accroché avec ce truc, quoi. Oh putain, ok. Et ça, du coup, avec le recul aujourd'hui, tu as une explication? Bah, si personne le vendait en France, j'aurais pu me dire que c'est parce que personne voulait en acheter, quoi. C'est pas faux. En fait, il y a un moment, si j'avais très pragmatique. Si j'avais mis mon ego de côté 4 secondes, en fait, c'était trop atypique sur le marché français. Les rares personnes qui auraient été capables d'acheter ça, en fait, ils nous connaissaient pas. Et de toute façon, on nous connaissait pas pour ça. Ouais. Et donc, en fait, on n'avait pas le bon branding, le bon positionnement, on n'avait pas la bonne audience. Et de toute façon, c'était un truc tellement atypique que personne n'arrive à le vendre. C'est tout. Et si on avait eu un peu moins d'ego et qu'on avait regardé les évidences, on avait à l'époque un copain qui avait une marque de chemise qui s'appelait Office Artist, Olivier Cotenay, qui nous disait « Les gars, mauvaise idée ». Le cofondateur de Bonne Gueule qui nous disait « Les gars, mauvaise idée ». Vraiment, tout le monde nous disait « C'est une idée de merde, les gars, le faites pas ». On fait « Mais si, on est trop fort, nous on sait, t'inquiète, tu parles ». On s'est tout planté. Ouais. Donc, première chose à relever, vous croyez pas plus malin que les autres? Non, jamais. En fait, s'il y a des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, qui vous disent c'est une mauvaise idée, ils ont une raison de le dire même si vous la comprenez pas. Ouais, et puis ils sont plus hauts que nous, donc autant les écouter. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Et ça, du coup, quelles conséquences ça a eu après pour la suite, pour le blog en question, du coup? Ça a un peu tout mis à mal, mais c'est surtout que ça nous a épuisé mentalement, tout ça. Ouais. Et en fait, petit à petit, les autres gens de l'équipe du média sont partis faire d'autres choses, mais pas parce qu'on avait un problème ensemble. Hein. Juste, ils étaient arrivés à un stade de leur vie où ils voulaient faire d'autres trucs. Il y en a un qui est parti en école de tailleur, il y en a un qui est parti en Asie, il y en a un qui a décidé d'aller voyager, faire le tour du monde. Et en fait, il n'y avait plus que moi.
moi, j'ai transformé ça petit à petit en mon blog personnel. Et c'est là que j'ai commencé à faire du freelancing, du consulting, des trucs comme ça, moi. Ok. Ouais, donc il y a eu cet élément déclencheur qui a fait que... Ouais, je pense que... Je pense que c'était aussi la fin d'une période où on avait tous besoin de passer à autre chose. Okay. Et ça a été le déclencheur qui nous a aidé à le faire en se disant, bon, faut qu'on arrête nos conneries, quoi. Ouais. Okay. Et le média, on l'a revendu après. Je crois qu'il existe toujours, d'ailleurs. Okay. Je crois que c'est un mec, qui faisait du SEO, qui nous l'a racheté, qui l'a remonté plus haut encore en termes de trafic et qui l'a revendu à quelqu'un. Et je crois que ça existe toujours. D'accord. Il y a encore des photos de moi dessus et tout. Ah ouais? Ouais, des vieilles photos de moi en train de poser en faisant le blogueur, quoi. Pour les gens, si vous arrivez à retrouver ça. Ok, ça marche. Mais du coup, c'est bien quand même. Tu as quand même réussi à le transformer de blog de marque de mode à blog un peu personnel. Ouais. Donc c'est bien quand même. Il y a un j'ai réussi à transitionner vers vraiment du blogging lifestyle. Et après, ça, c'était la grande période. C'était l'époque des voyages presse et tout. Où tu as les marques qui t'emmenaient aux quatre coins de l'Europe en avion privé pour aller découvrir de nouveaux produits entourés de blogueurs. C'était colonie de vacances, le truc, tu vois. Ok. 2015, c'est ça? 2015, 2016. Ça a duré jusqu'en 2017, je pense. Un truc comme ça après. Ok, ça marche. Bon, très bien. Le premier et le deuxième, du coup? Le deuxième, c'est une personne à qui j'étais associé pendant 2 ans, 3 ans, je sais plus. On faisait de l'accompagnement un peu comme ce que je fais maintenant, mais avec moins d'accompagnement. C'était plus formation, avec un business un peu lifestyle qui faisait 250 cas par an, qui était très facile à gérer, etc. Et petit à petit, la relation s'est dégradée parce qu'on ne voulait plus aller dans la même direction, on n'était plus au même stade, etc. Et on avait prévu une sortie en douceur, en fait, pour se séparer de cette association. Et à un moment, on s'est pris de plus en plus la tête. Et un jour, je suis en vacances avec ma femme. Et c'était 3-4 mois avant que je quitte Paris pour faire du digital nomade aux quatre coins du monde, tu vois. Et donc, c'est un moment où j'avais besoin de cash en plus, tu vois. Et là, je suis posé à table en train de manger. Le téléphone, il vibre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 12 fois. J'ouvre, je vois WhatsApp, 27 messages, c'était lui. Et le dernier message qui me disait, bah écoute, je me casse, démerde-toi. Si dans 6 mois, tu as envie de revenir, on en reparlera. En gros, c'est ça. Et donc, je me retrouve avec, pour ainsi dire, plus de business, plus de produits, plus d'associés. Je dois tout refaire de zéro. J'ai toujours mon audience et un petit peu mon nom sur les réseaux sociaux, mais à part ça, j'ai plus rien. Et je dois partir en voyage et lâcher mon appartement et vivre dans des Airbnb 3 mois après. Et là, je m'enferme dans une toute petite pièce. C'était une chambre d'enfant dans notre Airbnb. C'était un KGB. Et je dis à ma femme, écoute, je sais pas quand je ressors de cette pièce, mais il faut que je trouve une solution, quoi. Ouais. Et et c'était très dur. Et je suis ressorti de cette pièce 6 heures après. J'avais le plan. J'ai mis les choses en place et c'était reparti, tu vois. Mais déjà, une rupture d'association, c'est jamais simple. Quand elle se passe mal, c'est encore plus difficile. Ouais. Là, ça tombait au pire moment pour moi, encore plus difficile. Je sortais avant ça d'une période de burn-out, dépression, je sais pas trop, parce que difficulté avec l'associé, plus confinement, plus difficulté dans plein de trucs, enfin tout qui s'était cumulé. Et je ressortais la tête de l'eau, tu vois, j'étais encore assez fragilisé émotionnellement. Et ça tombe. Et j'aurais pu le voir venir en vrai, hein, mais je t'avais décidé de faire l'autruche et de me dire... surtout que tu disais que c'était en train de se dégrader petit à petit, la relation. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pensais avoir plus de mois devant moi pour trouver un plan de sortie, tu vois. Okay. Un plan de sortie qui aurait été cool pour les deux, équitable, propre. Et en fait, ça s'est pas fait comme ça. Et là, tu te retrouves du jour au lendemain, ok, il faut tout recommencer. Et là, ouais, tu prends un coup dans la gueule, tu vois, parce que quand tu as toujours fait à deux en plus, te dire que tu vas faire seul, au tout début, tu as l'impression que tu n'arriveras à rien faire seul. Ouais. C'est le premier réflexe, tu vois. Et moi, je me souviens, cette période-là, j'achète le livre Traction de Gino Wickman, qui parle de vision board, de plan à 1 an, de milestone, 3 mois, machin, etc. Et je me souviens, on doit être en mars, un truc comme ça. Je pense que c'est mars 2021, je dirais. Et je me dis, si cette année, je fais 100-124 chiffres d'affaires, ouah, ça serait fou, quoi. Genre, j'ai plus de vision. Ouais. J'étais capable de faire 250 avant. Je me disais 100-120 tout seul. Je sais même pas comment je vais le faire. Ça me paraît impossible, tu vois. C'est marrant, du coup, tu divises par deux. C'est ce que tu es en train de dire, c'est que tu as l'impression que tu peux plus jamais rien faire, que vous étiez deux. Là, tu divises complètement par deux le truc, quoi. Okay. C'est ça. La réalité, c'est que cette année-là, entre avril et décembre, on fera 300. L'année d'après, 750. Et que cette année, donc la troisième année, on va faire entre 1,2 million et 1,3 million. Donc, tu vois, la réalité, par rapport à ce que je pensais, elle était très très loin. Pour ceux qui nous écoutent, c'est du chiffre d'affaires, hein, c'est pas du bénéfice net dans la poche. Non, mais c'est important parce qu'actuellement tout le monde dit ouais, j'ai gagné 1 million. Non, t'as fait 1 million de chiffre d'affaires. Une fois que t'as tout enlevé, il reste pas tant que ça. Hein.
Mais ouais, vraiment, c'était une période difficile, tu vois, parce que faut se relever seul, faut se reconstruire, faut passer outre la fin de l'association, faut recréer un plan, faut recréer une vision. T'as une vision à deux, faut recréer une vision seule, faut recroire en toi. En général, quand une association se passe mal sur la fin, c'est comme un couple qui se passe mal. Hein. Ouais, C'est-à-dire que les deux dégradent conjointement l'image de l'autre, tu vois. ouais. C'est-à-dire on se pourrit l'un l'autre et on se fait beaucoup de mal. Ça se passe souvent comme ça, c'est pas une anomalie. Hein. Et je pense que ça c'était un des trucs les plus durs. Et bon, du coup t'en parles, on peut un peu creuser dans ce truc-là. Vas-y, ouais, bien sûr. Est-ce que tu sais, là, aujourd'hui, parce que c'est marrant, entre guillemets, tu dis que ça s'est dégradé et que du coup, d'un jour au lendemain, tu reçois 27 appels, 27 messages WhatsApp, etc. Enfin, déjà, c'est quoi le déclencheur? C'est quoi la bascule entre le déclencheur, je pense que il cherchait à nous amener dans une certaine direction pour que la séparation se fasse en douceur. Et moi, tous les matins, je me levais en pleine crise existentielle. Je disais non, finalement, je veux faire ça. Non, finalement, je veux faire ça. Non, finalement, je veux faire ça. Mais parce que moi-même, je me cherchais en fait et j'en avais plein le cul. Et peut-être qu'aussi inconsciemment, j'essayais de le faire vriller. Franchement, j'en sais rien, je saurais pas le dire. Je suis pas assez bon en psycho pour analyser ça. Mais ça m'étonnerait pas que inconsciemment, tu vois, je cherchais le point de rupture, tu vois. Parce que moi aussi, je voulais sortir de cette association. Et on ne trouvait pas de porte de sortie propre, quoi. Ok, d'accord. Et donc du coup, à ce moment-là, le lendemain de ces appels-là, tu t'enfermes, entre guillemets, enfin tu t'enfermes concrètement, dans une petite pièce, ouais. Tu réétablis tout, mais d'un point de vue sentimental, comment tu te sens? Enfin, parce que là, tu nous l'expliques en 3 secondes et tu nous dis, allez, je me suis enfermé comme un robot et j'ai tout réétabli. Mais parce que c'est ça qui s'est passé, en fait. Je pense que le contre-coup, je l'ai pris plusieurs mois après. Mais sur le moment, en fait, je suis dans une situation d'urgence. C'est-à-dire que 3 mois après, on lâche notre appart et on va vivre dans des Airbnb. Et le plan, c'était de faire ça 2 ans. Alors, au final, on l'a fait 3 mois et on est rentré. Mais le plan, c'était de faire ça 2 ans. Vivre en Airbnb quand tu veux vivre de façon confortable, vraiment confortable et que tu veux changer de pays tous les mois, tu vas avoir un train de vie entre 5 et 10 000 balles par mois. J'avais plus de revenus. Donc, si tu veux, il n'y a pas le temps pour les émotions, les sentiments et pour bouder et me demander comment je me sens, en fait. C'est mode robot, ok, faut que je reconstruise là, tout de suite. J'ai 90 jours devant moi pour reconstruire. Okay. Et donc, en fait, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas le choix, en fait. Donc, cette situation de pied au mur, finalement, elle a un peu servi aussi. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, si tu veux, les trucs les plus durs de ta vie, que ce soit en pro, en perso, dans tout ce que tu veux, quand tu les regardes avec le recul, c'est toujours les points d'inflexion de quelque chose d'autre. Ouais, non, mais carrément. Ça veut pas dire que c'est pas des situations de merde, et j'ai pas envie de tomber dans le en quoi tu peux avoir de la gratitude pour ce truc abominable. Enfin, des fois, je vois des trucs sur internet, genre quelqu'un a perdu son enfant, et t'as un coach qui arrive en disant en quoi tu peux avoir de la gratitude, qu'est-ce que ça a changé à ta gueule, juste arrête. Et à ce moment-là, c'était juste dur. Là, 3 ans après, j'ai fait partie du bon côté de l'histoire, je m'en suis bien sorti. Je peux regarder en arrière et dire j'ai de la gratitude parce que c'était un point d'inflexion. Ça aurait pu être aussi la fin pour moi. Tu vois, et à mon avis, c'est la question que tu t'es posée du coup à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Et ça, faut faire attention aussi, tu vois, parce que là, je suis là en train de raconter une belle histoire. Je veux pas que ceux qui nous écoutent et qui vivent un truc dur se disent ah c'est bon, je vais faire 3 millions, quoi. Non, en fait, ça veut rien dire. Ça peut être un point d'inflexion en bien comme en mal. Il y a des gens qui le vivent plus ou moins bien. Moi, j'ai eu de la chance de réussir à couper les émotions et à me mettre en mode robot pour bosser, et j'avais les compétences pour. Mais ça reste un truc qui était pas simple, quoi. Et aujourd'hui, comment tu t'en es servi de ce truc-là? Je pense que j'avais, en tout cas les premiers mois, tu vois, après ça s'est estompé, une espèce de rage, de revanchard intérieur, tu vois, genre je vais lui montrer. Il pense que je peux pas faire sans lui, je vais lui montrer. Ah, donc c'était en rapport avec lui alors. Ouais, bien sûr. Mais moi j'ai toujours un peu eu cette énergie-là, tu vois. J'ai commencé pour prouver à mon père que et tout mon parcours professionnel, j'ai plein de gens toujours qui ont pas misé 3 cacahuètes sur moi et qui ont dit arrête tes conneries, quoi. Quand tu auras fini de jouer, tu prendras un vrai travail. Et à chaque fois j'ai voulu leur montrer, tu vois. Et j'ai vraiment ce truc de revanchard, tu vois, de teigneux un peu. Et aujourd'hui c'est pour ça que je troll sur internet les gens. J'aime bien faire des blagues parce que genre arrêtez, tu vois, je me suis toujours servi de cette énergie-là. À long terme, elle n'est pas saine. Mais franchement, à court terme, un truc qui te fait avancer, c'est un truc qui te fait avancer. On s'en fout que ce soit spirituel ou. Non, mais carrément. Si ça te fait bouger et sortir du canapé, c'est le plus important, tu vois. Ouais, carrément. Ça me fait rappeler un truc que tu as dit dans l'interview avec Julien Voisin, je crois. Julien Voisson, ouais. Voisson, excuse-moi. Où tu disais justement que c'était un rapport que tu avais avec la vente, où quand ils sont deux, il y a une énergie qui se crée entre les deux, où c'est une compétition saine, quoi, entre autres. Ça me fait un peu penser à ça, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours un peu ce profil-là, tu vois. Après, j'en parlais avec Xerius, mon bras droit, il n'y a pas longtemps. Et je lui disais, moi, quand je suis sur le terrain, je veux gagner.
Je suis prêt à me faire plus mal que tout le monde, je suis prêt à bosser plus dur que tout le monde, etc. Par contre, une fois que je suis sorti du terrain, j'en ai plus rien à foutre, tu vois. C'est-à-dire qui a gagné, qui a perdu, est-ce que tu m'as dépassé, rien à secouer. Moi, je courais pas mal à une période. Si je suis sur la piste, si j'ai décidé que je faisais 3-0-2, je ferais 3-0-1 ou 3-0-2, mais je ferais pas 3-0-3. Et si tu essayes de me doubler, je te jure que tu me doubleras pas. À moins qu'on n'ait pas le même niveau, et là, dans ce cas-là, il y a pas de. Mais si on a le même niveau, tu me doubleras pas. Par contre, imaginons que tu me doubles et que je perde la course. Sur le coup, je suis énervé. Au moment où tu es en train de me passer devant et où je vois ton cul, mais je suis sorti de la piste d'athlée, j'en ai plus rien à foutre. Okay. Donc je suis combatif quand je suis dedans, mais ça me suit pas à l'extérieur. Je m'en fous ensuite. Alors peut-être que je vais dire ça, mais ça se trouve, toi, tu sais très bien faire la distinction. Typiquement, ça c'est un peu compliqué d'utiliser ce genre de situation où quand je suis plus dedans, c'est pas très grave. Parce que dans l'entrepreneuriat, on est un peu dedans tout le temps, justement. C'est le plus dur. C'est le plus dur, c'est de se dire, ok, quand je suis en train de bosser, je bosse. Et quand j'arrête de bosser, j'arrête de bosser. C'est un truc sur lequel moi-même je lutte depuis des années. Hein. Je n'ai pas du tout encore trouvé la réponse à ça. Mais j'essaye, autant que je peux, de pas me prendre la tête quand j'ai pas besoin de me prendre la tête. Okay. Mais j'y arrive pas la moitié du temps. Hein. Mais c'est ce que je cherche à atteindre. C'est plus facile dans le sport que dans l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je fais le parallèle. Ouais, non, bien sûr. Ok. Et du coup, maintenant, pour les gens typiquement qui souhaitent s'associer, c'est quoi la vision que tu as un peu sur l'association ? Je crois toujours autant à l'association. Je trouve toujours que c'est une belle chose. Je trouve que c'est important. Le plus important pour moi dans une association aujourd'hui, tu regardes les associations précédentes de la personne. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle en dit ? Tu regardes, ensuite tu répartis bien les rôles. Qui fait quoi ? Ensuite derrière, tu regardes s'il y a une vision commune et si elle change, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, en fait, si tu veux, faut presque faire un pacte d'associés dès le début, comme un contrat de mariage, qui donne tous les tenants et aboutissants de toutes les situations possibles. Si ça c'est fait dès le démarrage, ça va. Et en vrai, juste associez-vous parce que c'est merveilleux. Et l'entrepreneuriat seul, c'est chiant. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, ne le faites pas trop vite. De même que si tu veux, sur le perso, tu vois, je pense que le couple, le mariage ou n'importe quelle forme d'union, je m'en fous, c'est une des plus belles choses au monde. Mais les gens qui veulent se jeter à corps perdu dans une relation au bout de 3 jours et qui se marient au bout d'une semaine, vous avez fumé quoi. Enfin, faut pas faire ça. Et ben l'association c'est la même chose. Je rencontre un gars, on s'est parlé 3 fois sur Instagram, on a fait un coup ensemble et ça y est on s'associe. Non, calme-toi, tranquille. Vous êtes à peine au stade du dating, voyez-vous, présentez-vous vos amis, regardez une fois dans une situation merdique comment ça se passe. L'association pas trop vite, mais je pense toujours que c'est quelque chose de trop cool quoi. Ok. Et du coup comment ça se fait que, je pense que maintenant c'est les notions que tu as compris avec le temps, etc. Comment ça se fait qu'il s'est passé ça en fait avec toi ta première fois ? Tu as su analyser la chose aujourd'hui ? Je pense qu'on n'aurait pas dû s'associer parce qu'on avait des façons de fonctionner différentes et qu'on voulait pas la même chose. Mais qu'au moment où on a commencé à bosser ensemble, c'était pas le cas. Et que en fait ça a évolué et ça n'a pas évolué dans le même sens. Et que on n'a pas été assez bon pour communiquer et pour se dire écoute on veut plus la même chose, ça sert à rien de continuer quoi. Ok, donc si on refait le point, parce que la question d'après c'est pour savoir un peu comment tu aurais pu éviter tout ça. Donc, vu que tu m'en as raconté 2, est-ce que tu arrives à répondre à cette question pour la première et pour la deuxième ? Pour la première c'est l'ego, moins d'ego et plus écouter les gens qui savent. Ok, purement une question d'ego ? Ouais franchement ouais, parce que je peux tourner le problème dans tous les sens en fait, ce truc là il pouvait pas marcher. donc si tu veux vraiment c'est en fait j'aurais pas dû le faire et pour ne pas le faire j'aurais dû avoir un peu plus d'humilité et écouter des gens qui savaient mieux que moi. Pour la deuxième situation, je sais pas si c'est un truc qui s'évite. C'est un truc qui se vit. Tant que tu l'as pas vécu au moins une fois, tu peux pas anticiper que ça va être la merde. Tu peux apprendre des autres et c'est pour ça que moi je plaide autant pour le fait de se faire accompagner, coaching, programme en ligne, formation, bouquin, mastermind, regarder des interviews sur YouTube et lire des livres si t'as pas d'argent, mais essayer d'apprendre de l'expérience des autres. Mais de manière générale, si l'humain était capable d'apprendre correctement de l'expérience des autres, on fumerait pas, on mangerait pas McDo, on ferait la balle de sport et on serait tous en bonne santé. C'est bien la preuve qu'on n'est pas capable d'apprendre des autres tant qu'on n'a pas pris nous-mêmes le mur dans la gueule. Et je pense qu'à un moment, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est aussi, oui, au maximum apprendre de ceux qui ont fait les erreurs avant toi. Mais des fois, il faut juste aussi faire les erreurs toi-même. Et c'est parce que j'ai eu cette association qui a mal fini. Il y a eu du bon aussi dans cette association. J'ai appris des trucs et tout, mais qui s'est mal fini. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une autre vision de l'association et j'ai réappris des choses différentes. Et mes prochains associés, ça se passera autrement en fait. Donc ouais, si je peux paraphraser 2 notions pour terminer un peu la profondeur de ces échecs. Pour le premier, mettre son ego de côté et écouter les gens qui sont plus avancés que vous. Et pour le deuxième,
Bah, en fait, ça se vit et les échecs, on en a toujours, on en aura encore. Tu peux pas tous les éviter. On peut pas les éviter, exactement. Et c'est le but de ce truc-là, de ce podcast-là, je le minimise, de ce podcast. Pourquoi avoir peur d'échecs alors qu'on va les vivre quoi qu'il en soit. On peut mettre 3 ans à préparer notre projet, il va y avoir quand même des pépins. Donc non, c'est très bien. Très bien c'est la grosse différence entre la douleur et la souffrance. Je me cogne, j'ai mal, c'est de la douleur. Si ensuite je me flagelle pendant une semaine parce que je suis trop con de m'être cogné, ça s'appelle de la souffrance. Okay. Les échecs, les douleurs, le fait de se planter, le faire des conneries, etc., c'est inévitable. Ce que tu en fais ensuite, comment tu l'interprètes, comment tu rebondis, qu'est-ce que tu arrives à en retirer, ça par contre c'est à la portée de chacun. Et donc en fait c'est juste ne pas essayer de ne pas trébucher, c'est juste comment est-ce que je me relève une fois que je suis tombé, quoi. Ok, bah, tu me fais une petite transition, du coup qu'est-ce que tu peux en tirer de tout ça? Et même plus encore, est-ce que tu as un conseil à donner par rapport à ce genre de situation, à ce genre d'échec, s'il y a quelqu'un qui est un peu dans le même bateau en ce moment? Alors déjà, de ne pas rester seul là-dedans. Une association qui se passe pas bien, comme un couple qui se passe pas bien, c'est dur moralement. Trouver des amis à qui en parler, trouver un psy, trouver un club d'entrepreneurs, trouver un coach, n'importe quoi, n'importe qui. Quelqu'un avec qui discuter, quelqu'un de neutre et quelqu'un qui n'est pas émotionnellement impliqué. Déjà, ça fait du bien. Derrière... lâcher prise, ça arrive, vous êtes de toute façon 50% responsable et 50% c'est la faute de l'autre. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, un binôme qui merde, c'est toujours 50-50. Juste continuez à avancer, entourez-vous bien en fait. Je pense que vraiment, moi, ma plus grosse leçon ces dernières années dans le business, c'est bien s'entourer. Et ça ne veut pas forcément dire payer des trucs chers pour s'entourer, hein, même si moi je les vends et je les achète et je kiffe ça. De manière générale, tu peux t'entourer avec des amis, il y a plein de clubs gratuits, il y a des événements. Puis à notre ère, on peut s'entourer en matant des interviews sur YouTube toute la journée. Ouais. Si aujourd'hui je passe 6 heures par jour à mater des interviews de Steve Jobs et que je passe 2 heures par jour avec mes potes, Steve Jobs a plus d'influence sur moi que mes potes. Ouais. Et donc en fait aujourd'hui on peut s'entourer et apprendre des autres. On ne pourra pas apprendre de toutes leurs erreurs, mais bon, on peut en éviter quelques-unes, quoi. Ouais, ça c'est vachement bien que tu dises ça. Parce que c'est pareil, c'est le truc du moment, il faut du network, il faut du réseau, il faut s'entourer, etc. Et je suis d'accord, je ne suis pas contre ça, attention. En revanche, quand on n'a pas spécialement la possibilité, le niveau, la valeur à offrir en retour, un concept comme celui-ci à offrir en retour, ne serait-ce que, comme tu le dis, mater des vidéos, se mettre un peu dans cette ambiance-là, c'est une très bonne façon de s'entourer. Non mais super, ok. Et alors, dernière question pour terminer tout ça. On va éviter la question un peu tarte à la crème, comme ils disent, et le conseil que tu as donné pour un entrepreneur qui débute. Non, c'est plutôt, on va rester dans le truc, dans le concept, et plutôt l'erreur à éviter. Si tu avais une erreur principale avec ton expérience que tu as un peu identifiée, analysée, c'est laquelle? C'est l'ego. L'ego qui se manifestait quand moi je voulais faire n'importe quoi en e-commerce, mais chez tous les entrepreneurs. Quand tu veux vendre un truc parce que toi, tu as décidé que c'est ça qui était bon pour l'autre, que l'autre te dit 27 fois qu'il en a rien à foutre et que tout ce que tu trouves à te dire, c'est un con, il comprend rien, le con, c'est toi. Et ça, c'est l'ego de l'entrepreneur. Le marché sait ce qu'il veut acheter. Le client sait ce qu'il veut. Il te le dit s'il t'écoute d'ailleurs, si tu poses des bonnes questions. En fait, arrête d'essayer de vendre ce que toi tu veux vendre parce que tu te penses que tu es intelligent. Et en fait, vends ce que la personne en face de toi veut acheter et trouve ensuite un moyen de le délivrer parce que c'est toi le professionnel et tu es censé trouver. Ok. Très bien. Donc mettez votre ego de côté. Je rebondis. Quand tu dis trouver quelque chose qu'il faut vendre et écoutez-le, etc. Parce que c'est ça un peu qui est compliqué. Et c'est pour ça que les gens ils se prennent leur ego dans la gueule et ça leur tombe dessus. La phrase toute faite, c'est vendez ce qu'ils veulent, délivrez ce dont ils ont besoin pour l'obtenir. Ouais. Et en fait, moi je donne toujours la même explication avec ça, c'est bonjour, je veux perdre du poids sans sport ni régime. Ok, voici la méthode d'entraînement des Marines de l'armée. Non, je veux perdre du poids sans sport ni régime. Ok, voici le nouveau régime cétogène en 6 heures par jour. Non, je veux... Ok, voici comment perdre du poids sans sport ni régime. Ok, j'achète. Ouais. C'est ça en fait, c'est vends ce qu'ils veulent acheter. Arrête d'essayer de faire des fantaisies et de t'imaginer que t'es plus malin que les autres et de leur expliquer que toi tu connais mieux. Rien à foutre. Les gens savent ce qu'ils veulent acheter. Vends-leur ça. Ça rejoint aussi un truc qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est... Et je crois d'ailleurs que c'est Tougan qui dit ça. C'est facile de complexifier, mais c'est compliqué de simplifier. C'est exactement ça. Donc t'écoutes, t'appliques avec simplicité. Plus c'est simple, plus ça marche. T'as Hormozy qui dit ça tout le temps aussi, c'est simple scale, fancy fails. Ok. Les business qui font le plus de cash au monde sont des trucs pas sexy et tout simple. Ouais. Et ça me fait penser à un autre truc qui a un petit peu à voir à quelque chose. J'étais en train de lire en ce moment
le cours 83, je sais plus c'est quoi le nom exact de Peter Thiel. Une conférence qu'il a donnée à Harvard où il disait Start small, scale fast. Ça rejoint un petit peu le truc de faites simple, petit, pas petit. Moi, c'est ma grande bataille actuellement avec mes clients. Ils veulent tous automatiser des trucs, scaler des trucs, machin. Arrêtez de vouloir scaler, faites des trucs à la main, faites des trucs simples, faites des trucs qui marchent. Et en fait, moi à l'époque, on faisait 150 à 250 cas par an, j'avais juste mon téléphone et Facebook. Et j'avais pas d'automatisation, j'avais pas de site web, j'avais pas d'outils, il y avait même pas d'IA à l'époque, il y avait rien du tout. C'était moi avec mon téléphone qui tapotait des trucs et je faisais du cash comme ça. Je suis pas plus malin qu'un autre, si j'ai pu le faire, ils peuvent le faire aussi. Le problème, c'est de s'enlever de la tête toutes les fantaisies qu'on a en regardant des gens qui font 10, 20, 50 millions. Et quand nous, on fait moins de 50 000 balles par an, on fait les trucs à la main et on arrête de vouloir scaler, automatiser, machin, c'est tout. Donc ça, c'est pareil, quoi. Arrêtez de vous comparer à tout le monde, quoi, finalement. Ok. Non, c'est cool. Écoute, merci d'avoir pris le temps, d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que ça t'a plu. C'était très cool. Tant mieux. Je suis très ravi que tu m'aies accueilli, très content que tu aies pris du temps pour moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi un petit peu tes projets? Ça, c'est un peu tarte à la crème, mais important quand même. On peut me retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Jérémy Coleman. Là où je suis le plus présent, c'est Facebook, YouTube, Instagram, je dirais, en ce moment. Les projets, là, le projet, c'est déjà d'avoir un bébé en fin d'année. C'est vrai. Dans 2 mois, ça va déjà être un bon projet. Il n'y aura pas de nouveaux gros projets pour le business avant 3 à 6 mois, tu vois, parce que là, je vais vraiment me focus sur mon enfant qui arrive. Et ensuite, ce sera de continuer à développer des programmes à plus grande échelle pour plus de gens et d'aller chercher la même croissance de chiffre d'affaires l'année d'après et continuer à monter comme ça petit à petit en essayant de faire du bon boulot sans vouloir aller trop vite mais en essayant d'aller un peu vite quand même et de trouver le juste équilibre en fait. Ok, ça marche. Écoutez, je vous mettrai tous ces liens en description pour le retrouver sur les réseaux sociaux. Félicitations pour le bébé. Donc Focus Bébé, Focus Coleman Publishing. Voilà. Et puis voilà. Ok, écoute, merci beaucoup Jérémy. Merci à toi.